le cri de la honte, c'est le silence. Et donc, pour commencer à lui faire perdre sa grande puissance, c'est très simple, il faut pouvoir la nommer. Il faut pouvoir être capable de le dire, et à son propre endroit. Et de faire l'expérience du fait qu'on n'en meurt pas de le dire. Et qu'en fait, on meurt pas de honte. On meurt de plein de choses, mais pas de ça. Même si on a vraiment très fort l'impression que ça va avoir cet effet. Sur les 10 questions qui se sont passées dans ma tête pendant que tu parlais, je vais passer sur un truc que j'ai écrit qui est assez long et je sais même pas si au final ce sera à garder ou pas, mais je tente, ok, on y va en mode kamikaze. Ok. Donc moi j'ai l'impression qu'il existe au fond deux formes de honte. La forme pratique, l'émotion qui s'empare de nous sans prévenir, donc la honte qu'on ressent, que l'on éprouve, et d'autre part la honte théorique, conceptuelle, celle que l'on projette généralement sur l'autre, celle qu'il devrait ressentir. À ce moment-là, il est possible de ressentir de l'indignation à l'idée que l'autre n'ait pas honte. On vit le choc de ne pas retrouver notre inacceptable chez l'autre. Il devrait avoir honte de ne pas trouver notre inacceptable inacceptable. Sinon, ça crée un bug dans notre intime conviction d'être dans le vrai de façon objective. À titre personnel, je me retrouve parfois en état de sidération devant l'absence de honte chez certaines personnes. Donc, est-ce que ça t'arrive aussi? Et qu'est-ce que ça te dit, ce que je viens de te partager? Ah bah je trouve ça hyper juste. Ça m'a fait penser en t'écoutant, une amie thérapeute m'a dit une fois, la honte c'est le boss de fin de niveau des histoires que l'on se raconte. Et je trouve ça extrêmement juste. Donc oui, ça me parle complètement ce que tu dis. Je trouve ça très juste. Ok, bon, c'est pas à côté de la plaque non plus, alors Non, c'est pas à côté quand de je la l'exprime. plaque. Non. Tu vois, il y a une petite appréhension d'avoir honte de ce que je viens de dire. C'est rigolo. Non, mais c'est comme ça que je le vois aussi. Du coup, je pousse le bouchon avec la suite en te disant c'est avec cette honte théorique qu'on rentre d'après moi dans la notion de nexus, c'est-à-dire dans l'impensé d'une part et dans l'impensable d'autre part. Il y a des sujets, et donc tu nous as confié les avoir explorés pour certains, en aimant aller dans les endroits que tu qualifies d'angle mort et que moi je vais appeler nexus, mais c'est à peu près la même chose. Il est des sujets où l'émotionnel est si fort enclenché qu'aucun recul calme n'est possible. Il est insupportable de parler froidement d'un sujet aussi activant émotionnellement. On peut prendre pour exemple des sujets comme la pédophilie, les génocides, etc. Il y a des mots qui déclenchent un tel cocktail émotionnel que la réaction de rejet semble être la seule façon de faire. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on réfléchit quand on est en réaction? Évidemment, si on prend l'étymologie des mots, réfléchir, c'est envoyer un reflet. Donc c'est une réaction. Donc oui, évidemment, ça commence en fait comme ça. Je me rends compte que j'ai pas complètement répondu à ta question juste avant, mais je vais pouvoir relier les deux si tu veux. Oui, évidemment, ça m'est arrivé très fort dans mon quotidien de trouver que les gens avaient pas assez honte. Et en particulier, moi, c'est les mecs. Je trouve qu'il y a des sujets autour de la masculinité toxique qui me laissent pantois très souvent. Et là, ça touche exactement ce que tu viens de décrire sur certains sujets qui sont dans l'ordre de l'impensable et de l'impensé. Un des sujets, moi, qui me tient extrêmement à cœur, et c'est peut-être pour cet épisode-là unique que j'ai fait plus de 120 vidéos pour Tout le monde s'en fout, c'est l'inceste. L'inceste, c'est un exemple hyper intéressant de ce que tu viens de décrire, de cette impensable et impensé. On nous a carrément raconté, un des grands fondateurs de l'anthropologie, Lévi-Strauss, dit l'inceste, c'est là où commence la barbarie, s'arrête la civilisation. La réalité statistique qui émerge depuis très très peu de temps, parce que ça fait très peu de temps que c'est sérieusement étudié, nous montre que c'est le contraire. En fait, l'inceste concernerait, à minima, une personne sur 10 en tant que victime déclarée.
Donc on peut compter 2 personnes sur 10 si on met les perpétrateurs. Et quand on parle de déclarer sur ces sujets-là, il faut se dire qu'en réalité, on est plus à 4 sur 10 en fait. Et ça veut dire que ça n'est pas du tout une exception catastrophique, ça n'est pas du tout un drame horrible, c'est à l'inverse une norme structurante de la société. Il y a une sociologue absolument géniale, Dorothée Ducy, qui a fait un travail fou dans un bouquin qui s'appelle Le berceau des dominations, et dans lequel elle pose ce postulat. Elle dit dans nos sociétés, l'inceste, c'est l'outil qui nous met dans le moule de la culture du viol et du patriarcat, nous toutes et tous, soit en étant perpétrateurs, soit en étant victimes, soit en étant terrifiés parce que ça se passe autour de nous. Quand on dit 2-3 personnes sur 10, ça veut dire dans toutes les classes qu'on a traversées à l'école, il y avait des enfants qui le subissaient. Ça veut dire que même si on prend la fourchette basse 1 sur 10, allez à votre fenêtre, ouvrez la fenêtre, regardez autour de vous, 10 lumières allumées dans des immeubles, il y en a un où il y a une famille où il se passe ça. Et donc, là, on est vraiment dans un sujet où la honte est tellement puissante, tellement énorme, l'angle mort est tellement fort que c'est partout, ça nous concerne tous, et nous y sommes absolument aveugles. Il commence là maintenant à être possible d'en parler. Dorothée Ducy, elle a fait, si je dis pas de bêtises, elle a essayé de publier son bouquin en 1999 et elle a jamais pu trouver d'éditeur avant MeToo. En fait, il a fallu MeToo et tout ça pour que son bouquin soit édité. Et aujourd'hui, signe que la société, que les temps bougent, évidemment, il est très lu, c'est un best-seller, il est conseillé partout. Mais voilà, il faut se rappeler. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos de l'INA, donc qui est voilà le service des archives un petit peu de la télévision française, où on voit dans les années 80 les toutes premières émissions télé. Il y a Gabriel Matzneff et ce genre de personnages qui écrivent, vantent leurs activités pédophiles, leurs histoires incestuelles et incestueuses dans les médias. Puis il y a une émission notamment avec Bernard Pivot, si je me souviens bien, où il y a une femme, c'est la première femme de l'histoire dans les médias qui vient apporter ce sujet sur le plateau, et le plateau tout entier linge cette personne, quoi. Et il y a les auditeurs, les téléspectateurs appellent, c'est sidérant, et on a des pères de famille qui disent mais comment osez-vous me mettre dans la honte sur la manière dont j'aime ma fille, vous n'avez pas à me juger, blabla. Enfin, c'est complètement fou. Et on voit comment en fait l'empire de la honte se noue autour du silence, du non-dit, et comment en fait ça fait comme l'éléphant invisible dans le couloir, quoi. Il y a quelque chose énorme en face de nous qui nous concerne tous à différents degrés, toutes et tous, qui a un impact énorme sur la société en termes de coûts, en termes de souffrance. Je rappelle, pour vous donner une idée, une victime d'inceste, en moyenne, c'est 20 ans d'espérance de vie en moins. Des conduites addictives, des graves séquelles psychiatriques, c'est énormément en fait d'impact sociétal à tous les niveaux. Et de dégradation de la société, sans parler évidemment des souffrances individuelles qui sont causées, mais si on était justement objectif, on en parlait tout à l'heure, ce serait vraiment un sujet à prendre à bras le corps parce que ça profiterait clairement au plus grand nombre. Et on est même incapable de le verbaliser. On est incapable encore, tout juste on commence à le dire. Et je veux saluer d'ailleurs, il y a une campagne en ce moment, c'est une des premières fois qu'on a une campagne massive dans les médias qui a été soutenue par le gouvernement pour alerter sur ces sujets. Mais d'ailleurs, voilà, je vous invite à regarder ces spots qui sont des spots gouvernementaux, mais c'est hyper dur à regarder parce qu'en fait cette norme-là, qui est partout devant nous, on est incapable de la regarder. Mmh. Mais c'est un miroir qui nous plonge dans les abysses de l'impuissance et de l'impensable, et voilà, on a hâte de passer à autre chose. Parce que c'est presque le réflexe, comme tu parlais de survie au départ, presque c'est comme un réflexe de survie de parler d'autre chose parce que ce truc-là, il est le reflet malade d'une partie de nous.
d'une certaine Tout à façon. fait. Une des manifestations cliniques de la honte, comment on la repère chez quelqu'un, une des premières, les plus basiques, c'est que le regard décroche, les yeux tombent, vraiment genre clonk, vers le sol. Et souvent, ça peut être très fugace, hein, ça peut être vraiment un instant, et avant de reprendre, il y a besoin en fait de détourner le regard au sens physique du terme. Et là, c'est pareil. On a parlé de l'inceste, une autre manifestation, moi, que je trouve qui m'a toujours sidéré. Quand on vit dans une mégapole comme Paris, on a beau avoir tous les idéaux humanistes du monde, on a notre paramétrage intérieur de dissonance cognitive qui nous permet d'enjamber des gens allongés par terre, des enfants, pour aller tirer de l'argent au distributeur et aller payer notre cocktail à 12 euros dans une rue à Bastille. Et pour des questions de survie, parce que sinon on deviendrait fou, parce que aussi objectivement on n'est pas en capacité de pouvoir sauver toutes les personnes qu'on enjambe dans la rue, on élimine quasiment de notre mémoire, de notre champ visuel, cette personne. Alors que dans n'importe quel autre contexte, le même individu qu'on extrait de sa rue et qu'on met dans un autre endroit un peu moins isolé, un peu plus isolé avec moins de gens, et il trouve une personne par terre, évidemment, il va s'arrêter, il va essayer de faire quelque chose pour régler la situation. Bah, je me permets une incise pour te dire, moi j'ai quitté une vie à Lyon pour venir m'installer en Bretagne, et je sais que ce mode de vie de la grosse ville, avec une forte densité humaine, de toute façon me paraît presque provoquant des réactions de ce type-là, c'est-à-dire on est trop nombreux, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de, justement, tu parlais de systémie, moi j'ai l'impression que la systémie de la ville prend le pas sur l'individuel, et j'ai dû, moi, m'en extraire pour me retrouver d'une certaine façon. Et je me suis rendu compte de à quel point c'était vrai uniquement une fois que je l'avais fait. C'est-à-dire que j'étais loin de me douter à quel point j'allais respirer en m'extrayant de ce contexte-là. J'avais une intuition, mais quand je l'ai vécu, la respiration et la prise d'oxygène, elle était incroyable. Je suis persuadé, enfin il y a qu'à regarder l'histoire de l'évolution, que les humains sont des mammifères nomades. Et pourquoi? Parce que on a un volume un peu important et que, comme on disait tout à l'heure, on a la caractéristique de ressentir les choses, d'avoir des émotions. Et ces émotions, elles ont besoin d'un espace objectif pour pouvoir se déployer, courir, crier, sauter, se battre, faire l'amour, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et effectivement, il y a un moment donné, et à mon avis, ça commence avec la sédentarisation et avec tout un tas derrière d'effets de conséquences qui vont apparaître progressivement dans l'histoire, à mesure que le nombre des populations augmente et qu'on a de moins en moins de capacité au nomadisme, et même après, quand on est sédentaire, à avoir de l'espace autour de soi, la honte prend de plus en plus de place dans le quotidien à différents égards, au point qu'on va créer des systèmes de croyances hyper bien structurés, que sont les trois religions monothéistes, qui sont fondamentalement structurées autour de la honte. Alors ça, c'est une analyse que je fais. Si on regarde la Torah, la Bible et le Coran en particulier, sont trois livres qui font déjà un travail de ce que j'appelle un travail de mise au jour de la honte, et un travail aussi de mise en honte à d'autres endroits. Et donc ils essayent de déplacer le curseur de la honte, chacun leur tour. Et en fait, mon analyse historique, c'est que ces livres-là, la Torah, elle apparaît dans un monde païen polythéiste, dans laquelle on commence à avoir compris que les empereurs dieux, ça n'existe pas, qu'aucun homme en ce monde n'a le pouvoir d'un dieu, ne peut se revendiquer, entre guillemets, de pouvoir les contrôler. Donc au bout de milliers d'années de catastrophes de civilisation qui s'effondrent, on commence à avoir un groupe qui sont les juifs, et qui disent non, il n'y a aucun dieu en ce monde, tous ceux qui vous disent ça sont des menteurs, il y a un dieu qui est dans le ciel, et d'ailleurs c'est un dieu de colère, et il nous met dans la honte. Et la Torah, il y a une énorme fibre autour de cette question-là, et justement de l'humilité, de se mettre en humilité devant le vrai créateur. Les chrétiens qui arrivent quelques milliers d'années après
euh, essaye de faire une version un peu édulcorée de la Torah qui crée un syncrétisme pour qu'on puisse quand même accueillir un peu les païens. Et donc la chrétienté, c'est la Torah en faisant baisser le niveau de honte. Comment on fait? On fait venir sur terre de nouveau un Dieu vivant qui s'appelle Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est à la fois l'incarnation de Dieu sur terre, un homme parmi les hommes, et donc il nous calme un petit peu par rapport à ce Dieu terrifiant qu'avaient conçu les Juifs, pour faire des résumés. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'Empire romain adopte le christianisme, et le christianisme commence à avaler le paganisme. Et donc on voit qu'il avale les cultures celtes, il avale le paganisme romain, le paganisme grec, et il le syncrétise à travers les saints, à travers les reliques, à travers tout un tas de trucs, voilà, qui vont faire la force de son histoire. Et puis en 732, les musulmans arrivent et disent: on revient à la honte, on s'est foutu de notre gueule, tant la Torah que la Bible, ils lisent les deux et ils disent non, on va revenir à quelque chose de très rigoureux, une forte soumission, et ils décalent, d'ailleurs c'est assez intéressant, les éléments de honte à d'autres endroits. Mais on peut voir en tout cas que les lectures les plus rigoristes de ces trois philosophies et ces trois rapports à la fois sont complètement structurés autour du sujet de la honte. Et d'ailleurs, à cet égard-là, je vais parler pour le courant que je connais le mieux, puisque c'est celui dans lequel j'ai grandi, qui est donc la chrétienté. Il y a carrément une privatisation des sujets de la honte à l'endroit des catholiques, avec la notion du péché. Et là, c'est complètement dingue, au sens où ma croyance, ma lecture aujourd'hui, c'est que la structure religieuse, à un moment donné, démunit les individus de leur capacité à gérer individuellement leur honte. Dans la structure plus petite, où il y avait encore un sorcier, où il y avait encore un rebouteux, où il y avait encore un chaman ou des équivalents, c'est-à-dire une sorte de curé, ce qu'il y avait avant les curés, on avait des rituels parfois très intenses, qu'on peut observer encore aujourd'hui dans certaines cultures du monde, qui nous permettaient de traverser les étapes de vie et d'évacuer les questions honteuses. Et à un moment donné, la parole chrétienne nous a dit ce sujet se réglera au purgatoire finalement. Et donc c'est plus du vivant qu'on règle ça. Ou en tout cas, il y a une institution qui peut le faire pour nous. Il y a le prêtre auquel on se confesse qui nous donne l'absolution, et on ne s'absout plus soi-même. On n'est plus indépendant dans son hygiène personnelle. Et en plus, on risque d'aller en enfer. C'est-à-dire qu'en plus, on nous cache cette réalité qui est que si on subit la honte dans sa vie, l'enfer, il est dans cette incarnation, il n'est pas dans les suivantes. Mais on nous déporte le sujet un peu en dehors du champ de vision. Ça, c'est mon interprétation, parce que ça permet de maintenir soudée une société. D'ailleurs, on peut voir, je fais un petit aparté rapide, mais au XXe siècle, les questions honteuses ont été très fortes, notamment après la guerre de 14-18, c'est pas pour rien que gamin, je me suis arrêté sur ce sujet-là sans me rendre compte de pourquoi à l'époque. Mais la guerre de 14-18, elle est honteuse beaucoup plus que la guerre de 40, parce que ça n'est pas clair comme conflit. C'est des peuples qui entretuent d'autres peuples. Il n'y a pas de gentils et de méchants, il n'y a pas vraiment de gagnants ni de perdants, et c'est juste une vaste boucherie avec un sens vide, puisque 20 ans plus tard, on remet le couvert. Et on n'a même pas réussi à en tirer ce narratif, vous voyez, un peu glorieux, quoi. Et on voit que juste après la guerre de 14, il y a plusieurs pays qui se saisissent de ce truc, en tout cas des idéologies. D'abord le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne, et puis pendant la guerre, le bolchevisme en Russie, et qui se saisissent de ces questions honteuses pour faire proposer des modèles qui font du passé table rase et qui essayent justement de reconstruire tout autre chose, avec cette question d'une fierté surabondante partout, tout le temps. Il n'y a qu'à voir les sculptures que produisent ces idéologies-là, l'art assez particulier, les torses bombés, la glorification permanente, quoi. On voit à quel point tout ceci en creux nous parle de la honte qui est le terreau fondateur.
Ouais, ouais, on voit que justement, tu as étendu cette grille de lecture que tu es en train de construire à l'histoire, à l'espace, à l'individu, au collectif, au systémique, à l'analytique, etc. Donc, on sent que tu te fais plaisir, en tout cas, à découvrir en fait à quel point ça peut résonner sur tout ce qui t'entoure et à quel point ça peut être un élément constitutif finalement de l'humanité en tant que telle, peu importe sa manière de s'organiser, mais que selon la façon dont elle va s'organiser, elle va avoir plus ou moins d'importance, plus ou moins d'intensité. Et on citait avant que tu partes sur les religions la densité de population. Bah, y a rien que je me disais, c'est bête comme chose ce que je vais dire, et ça va être une autre expression débile que je vais sortir juste après. On dit c'est à taille humaine. Et quand on dit c'est à taille humaine, en fait, on devrait dire bah le reste des trucs, on devrait pas les, on devrait pas les mettre en place. C'est quand même débile d'une certaine façon. Je me permets cette trivialité là parce que je me dis, on le sait quand c'est à taille humaine puisqu'on le dit. C'est presque un peu honteux à taille humaine. Il y a quelque chose de, je sais pas comment dire, c'est presque cheap. Tu vois, Ouais, c'est pas, on le dit avec amour entre guillemets. C'est quelque chose qui est pas péjoratif, au contraire. Hein. Mais il y a quelque chose qui sonne modeste. Je sais pas comment dire, qui sonne petit quoi. C'est ça. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. ça raconte nos cultures qui sont, genre on revient à Deleuze, qui sont mues sans s'en rendre compte par la honte fondamentale de l'imperfection. Et en fait, du coup, évidemment, où le diapason, il est à des endroits qui sont inhumains. Ils sont à l'endroit des dieux. Ils sont à l'endroit de, comme une partie de la culture médicale, on dirait parfois essaye de faire, à l'endroit de soigner la mort, comme si c'était une maladie, d'arriver sur ouais, une forme de perfection qui n'est pas, à mon avis, compatible avec l'état vivant, quoi. Ouais. Et du coup, il y a un truc qui me traversait. Alors, là, c'est vraiment aussi subjectif comme point de vue. Je t'exprime ça en direct. C'est que j'ai tendance, moi, à aller en c'est trois étapes, mes trucs. Je sais pas pourquoi. En gros, je me dis, la première étape, ce serait l'absence de honte. Et donc, au départ de notre échange, tu citais le fait que 100% des personnes ont connu la honte. Alors, en préparant cet entretien, je suis tombé sur Boris Cyrulnik qui faisait l'exception pour ce qu'il qualifiait de pervers en disant, comme il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de honte à l'endroit où on est pervers. C'est Euh, juste, j'aurais dû être plus précis. Il y a les pervers, il y a peut-être les psychopathes aussi, c'est-à-dire en fait des personnes qui ont une difficulté, mais c'est de l'ordre quand même statistiquement d'une très 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 infime minorité. Mais il y a des personnes qui ont des difficultés dans leur construction du rapport à l'autre et qui effectivement peuvent être privées de honte. Pour ceux que ça intéresse, il y a un documentaire sur Jeff Dahmer sur Netflix, qui est donc un abominable serial killer des années 70. Et ce type-là, très clairement, souffre d'une pathologie de cet ordre-là. Et effectivement, à certains endroits, il s'autorise à faire des choses inimaginables. et du coup, bah, si je poursuis mon raisonnement, il y a l'absence de honte. Il y aurait, deuxièmement, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, le fait d'être travaillé par la honte sans comprendre la façon dont on est travaillé par elle. Et donc, du coup, de se laisser un peu téléguider par les hontes qu'on nous transmet, les hontes qu'on nous indique comme étant présentes et qu'il faut respecter. Et puis, eh ben, je mettrais un petit peu plus loin le fait d'être conscient de ces hontes, de les laisser nous travailler malgré tout, mais rien que le fait de mettre de la conscience sur les choses, généralement, bah, comme on l'évoquait au départ dans son rapport à soi et au traumatisme, rien que de mettre de la conscience sur quelque chose, finalement, ça le change d'état, ça le transmute d'une certaine façon. Et donc, je mettrais ouais cette conscience de la honte que tu essayes justement de t'offrir à travers ton travail, comme une sorte de réhabilitation et de la honte, elle a moins de pouvoir à cet endroit-là, j'ai Tout l'impression. à fait. Tout à fait. Je sais plus si on l'a dit, le cri de la honte, c'est le silence. Et donc, pour commencer à lui faire perdre sa grande puissance, ça commence, c'est très simple, il faut pouvoir la nommer. Il faut pouvoir être capable de le dire, et à son propre endroit. Et de faire l'expérience du fait qu'on n'en meurt pas de le dire.
et qu'en fait on meurt pas de honte, on meurt de plein de choses, mais pas de ça. Même si on a vraiment très fort l'impression que ça va avoir cet effet. Et, et en fait, je dirais là, dans les 3 étapes que tu décrivais. L'étape du milieu, quand on est travaillé par la honte, il faut avoir en tête c'est un spectre et que dans ce spectre, on peut être noyé par la honte. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui sont dans un état de survie permanente. C'est-à-dire qu'ils n'accèdent pas à la vie au sens au jeu de la vie. Ils sont toujours sur on va dire des positions défensives au sens très très large et de tout ce que ça peut englober dans le rapport au quotidien, dans leur rapport à la vie, à ce qui leur arrive, aux choses heureuses aussi. Et souvent, la honte joue pour beaucoup là-dedans. Hmm. Ouais, je te rejoins tout à fait. En séance, il m'arrive régulièrement d'accueillir des gens qui, pour la plupart, ont quand même un certain âge quand ils témoignent de ça, c'est-à-dire qu'ils ont grandi au sein de familles, c'était tout pour la vitrine, quoi. Donc du coup, il y a énormément de choses qui vont se vivre dans le quotidien d'une famille qui doit rayonner d'une façon complètement différente dès qu'il y a quelqu'un qui met le pied dans la maison. Et donc du coup, il y a une espèce de dichotomie et une espèce de dualité, de double, une famille qui est la vraie, qui est vécue au quotidien, et la famille de représentation. Et là, ça fait des dégâts considérables. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis. Tu dis souvent ce sont des gens d'un certain âge. Et ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'à certaines époques de la vie, à certaines phases de la vie, il n'est pas possible d'adresser la honte. C'est un péril mortel que de la verbaliser. Par exemple, dans le cas que tu décris, avec des environnements familiaux où c'est un outil puissant et c'est un sujet même de lien et de fédération la fusion familiale, on ne peut pas, quand on est enfant, quand on est ado, au-delà d'un certain point, se mettre en danger d'exclusion du clan. Je reviens à mon exemple pas simple de l'inceste, mais on mesure malheureusement que la plupart du temps, quand les victimes parlent, en fait, elles sont mises au banc de leur famille. Et en fait, ce phénomène-là, on l'a tous imprimé dans nos inconscients. Alors pas forcément sur ce sujet précis, mais en tout cas, ce soin de ne pas aller trop loin dans la mise en danger de la famille de représentation. Parce qu'on en fait partie, entre guillemets, qu'elle nous protège, en tout cas de notre inconscient d'enfant, de tout petit enfant, et nous avons ancré en nous cette information que la mise au banc égale la mort, littéralement. D'ailleurs, c'est marrant de voir dans l'histoire, dans les cités grecques, le bannissement était pire que la peine de mort. C'était vraiment la condamnation ultime. Et je crois qu'on a encore cet imaginaire-là planté très 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 profondément dans notre inconscient. Ouais, bah c'est hyper. Enfin, ça me fait sourire parce que on aime bien des fois quand on était déjà à l'endroit où la personne va et on se dit ah ouais c'est cool, on est d'accord au niveau subjectif à deux. Ça veut dire que c'est objectif ce qu'on est en train de vivre. Non, c'est simplement que le travail que je fais de mon côté, qui n'est pas sur la honte en particulier, il part exactement de ce que tu cites, c'est-à-dire la peur d'être banni. Donc là, je suis en train de faire un travail, moi, sur ce que j'appelle les décalés de naissance. Et la définition pour moi d'un décalé de naissance, c'est quelqu'un qui vit à l'intérieur de lui le bannissement de la tribu sans comprendre d'où vient ce bannissement. Il n'y a pas eu de cérémonie pour l'expliquer qu'il était banni, mais lui, au fond de lui, il le sait. Et il le vit. Et donc, du coup, c'est le point de départ du travail que je suis en train de faire. Donc, ça me fait sourire, alors que les sujets sont vraiment très graves. Et c'est pas un sourire qui vise à me nourrir du malheur que tu évoquais plus tôt. D'ailleurs, sur le sujet de l'inceste et sur le sujet du silence, un des films, moi, qui sur ce sujet-là me paraît, bon, il faut y aller en sachant ce qu'on va voir, mais c'est Festoon. Évidemment. Voilà. Là-dessus, on est sur une démonstration, quoi. Excellent. C'est le silence. Excellent film, s'il en est, ouais. Rien à ajouter, ouais, carrément. Et excuse-moi, tu pointais tout à l'heure cette question de le début du chemin passe par la capacité à verbaliser. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, il n'existe pas beaucoup de protocoles thérapeutiques qui soient vraiment 100% consacrés à la honte. D'une manière générale, dans la recherche psy du développement personnel, c'est un sujet qui est à mon avis pas traité à la hauteur de ce qui concerne 100% des gens, quoi. Et c'est bien normal, c'est parce que c'est un sujet pas facile. Mais bref, en tout cas, il y a des protocoles qui ont été mis en place de sorte
on va dire des protocoles psychocorporels dans lequel il y a ce qu'on appelle des mises au jour de la honte. Donc c'est des moments entre guillemets où on va verbaliser devant témoins, d'abord devant témoins et ensuite devant un miroir en se regardant dans les yeux, justement des sujets de honte très profonds et très très durs et très paralysants. Évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait de but en blanc, parce que ça peut être très dévastateur pour quelqu'un qui est pas préparé. C'est un travail long qui passe d'abord par une thérapie, un accompagnement évidemment, et un assouplissement entre guillemets de ces cicatrices rigides et très souffrantes qui peuvent se faire. Mais voilà, et c'est intéressant de voir que en tout cas, la recherche thérapeutique va exactement dans le sens que tu soutenais, et que pour l'instant, une des meilleures choses qu'on arrive à faire, c'est ça, c'est passer à la verbalisation, à l'aveu finalement, parce que à partir du moment où on dit aux autres que l'on a honte, on arrête pas d'en souffrir complètement, mais en tout cas, on commence à en sortir. Ouais. Ouais, et c'est justement comment dire, c'est un pas à faire qui est extrêmement coûteux et c'est pour ça que oui, effectivement, ça demande énormément de courage en fait, de verbaliser cette honte-là. Et il y a une expression qui me venait là dans tout ce que tu citais auparavant, c'est il y a dans beaucoup de discours, il faut que la honte change de camp. Et donc Oui. c'est bien à ce moment-là de la verbalisation qu'il y a la potentialité que ça soit réversible en fait d'une certaine façon. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir dans l'histoire les allers et retours de la honte et comment est-ce qu'elle se porte à des endroits contraires en fait, parfois sur un même territoire d'une époque à l'autre, quoi. Ouais, Ouais. complètement. Bah, ce qui m'intéresse aussi dans cette expression, c'est que quand on utilise l'expression il faut que la honte change de camp, c'est donc qu'il y a des camps. Et à ce titre-là, justement, ça veut donc dire qu'il y a adversité plutôt qu'altérité. Donc ça sous-entend quand même un combat. J'ai l'impression que dans ton parcours et dans la façon dont tu considères euh, devoir agir, il y a la notion de combat. Je me trompe? Ou... Non, bien sûr. Bah, en tout cas, d'engagement. Ça c'est certain. Ça a longtemps été un sujet de combat. Maintenant, aujourd'hui, j'essaye de sortir de ces acceptions très guerrières, mais de culture marxiste, je reste convaincu que le monde tourne et fonctionne avec des rapports de force et avec des intérêts convergents, divergents qui s'entrechoquent et que tout ça crée en fait des dynamiques à l'échelle du système du coup et de nos sociétés, et que oui, il y a il y a à chaque moment en fait il y a entre guillemets des gagnants et des perdants d'une certaine manière. Je vis aussi mon époque particulière avec la croyance que on rencontre un moment un peu inédit dans l'histoire de l'humanité où pour la première fois en fait ces dynamiques arrivent à un épuisement de la disponibilité en termes de ressources, en termes de possibilités, quoi. Et au sens où là, on arrive dans un paradigme un peu nouveau, qui est lié à l'habitabilité de la Terre, qui est lié à la disponibilité des ressources, qui fait que s'il continue d'y avoir autant de perdants, plus personne pourra gagner. Là, on arrive, je trouve, dans un mouvement, en fait, probablement la fin d'une course à la survie qui a toujours été la norme de l'humanité. Cette course par la survie, elle passe, pardon, par justement cette construction de l'adversité, parce que nous sommes tous ici sur cette terre les descendants de pillards, de violeurs, de gens qui ont été des conquérants, des gens qui ont été celui qui tue, parce que les autres sont morts et ils n'ont pas eu de descendance. Donc si on est là pour pouvoir en parler, c'est qu'à un moment donné, nous sommes la descendance de cette adversité, de ce rapport-là. Et je crois qu'on arrive à un moment où on est capable d'adresser des choses qu'on n'a pas pu adresser pendant très 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 longtemps, en tout cas pas avec cette force-là, parce que on est à la limite de ce modèle, quoi, de ce modèle concurrentiel, compétitif, où l'un gagne par la défaite de l'autre.
Je crois que le paradigme que nous avons devant nous, c'est que nous n'avons d'avenir que si on arrive, pour le coup, à réduire le delta entre ceux qui gagnent et qui sont très privilégiés et ceux qui le sont de moins en moins. Bah, j'entends ton avis sur la question. Je me dis, est-ce que la honte, au final, c'est pas une sorte de frontière? C'est une sorte de frontière qui permet d'être dans un ensemble défini, c'est-à-dire c'est ce qui va constituer la frontière d'un individu à l'endroit où s'il franchit cette frontière de la honte, il va le sentir tout de suite, il va être foudroyé sur place. Et pareil pour la société, c'est-à-dire on est en marge de la société et on fait un pas de côté et bim. Et que ça soit d'un côté les gens qui vont être victimes et qui donc vont être dans une autocensure très forte avec le sentiment de honte lié à l'acte qu'elles ont subi, et de l'autre côté les personnes qui ont commis ces actes et qui vont être aussi mis au banc de la société parce que emprisonnés pour quand même une bonne partie. Complètement. La honte, c'est à la fois un contenant et un carcan. Ça dépend, on va dire, de la porosité, de la dureté, de l'épaisseur, en fait, de ce contenant. Mais oui, oui. Si tout à l'heure on disait, il est vain. Et moi je dirais même dangereux d'aller trop fort dans certaines approches qui nous amènent à nous départir de toutes nos hontes, qui nous vendent le rêve justement d'abolir la honte en tant que concept dans nos vies, parce que je crois que si on fait ça, on performe, on n'est plus on n'est plus distinct et on n'est plus on devient de fait un sociopathe ou une personne en fait pour qui tout est égal, tout est relatif et tout se vaut quoi. Et du Ça te fait coup, peur, ça? tu vois l'expression sans foi ni loi. Quelqu'un qui est sans foi ni loi, littéralement, c'est quelqu'un qui n'a pas de honte. Parce que la foi et la loi sont deux manières de codifier ce qui est permis et ce qui est pas permis, ce qui est honteux et ce qui ne l'est pas. Et est-ce que ça me fait peur le fait qu'on arrive à dissoudre les hontes à l'extrême? Non, moi je suis plutôt inquiet de l'inverse. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui que ce qui nous permet pas d'embrasser complètement les efforts dont le monde aurait besoin pour aller mieux et progresser dans un sens qui garantirait sa survie, c'est notamment la honte, et je crois des hontes fondamentales. Carl Jung disait que nous naissons tous à ce monde porteur de notre part individuelle des hontes de l'humanité. Ça touche un petit peu aussi à ce que dit Deleuze et Primo Levi. Et dans les hontes collectives fondamentales de l'humanité, je pense qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des hontes ontologiques très 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 anciennes. Par exemple, la honte de la famine, c'est-à-dire la honte de la société qui perd ses enfants parce qu'elle ne peut pas les nourrir. La honte de la barbarie, d'avoir épuisé par exemple les ressources de son espace et de devoir massacrer le village d'à côté pour voler les ressources d'à côté, parce que sinon c'est nos enfants qui meurent. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous les descendants de ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, collectivement, en tout cas c'est ma croyance, parce que je suis fondamentalement persuadé que les gens sont quand même plutôt bons, entre guillemets, dans l'ensemble, et en tout cas veulent ce qu'ils perçoivent comme étant le bien. Je pense que les gens sont paralysés et nous n'agissons pas à l'endroit environnemental, nous n'arrivons pas à pour l'instant en tout cas, avoir les élans qui permettraient de mettre en application ce qu'on sait, de mettre en œuvre les moyens qu'on a, parce que on est encore paralysé par ces hontes fondamentales. La honte d'avoir bousillé la planète, la honte d'avoir épuisé nos ressources, la honte d'avoir construit des sociétés qui prospèrent sur l'esclavage d'une partie de la population ou sur la mise en contrainte par le biais du capitalisme productiviste, et qui aujourd'hui est encore traversé, fondé même sur l'esclavage, sur le travail forcé, sur l'oppression, sur la domination, notamment des femmes et des minorités. Et voilà, et je crois que tous ces sujets-là, sur lesquels on est extrêmement conscient,
et sur lesquels on avance certainement pas assez vite, en tout cas pour certains d'entre eux, bah, on n'y arrive pas à cause de la honte, de nos hontes collectives et de leur effet paralysant. Mm. Est-ce que justement, en ce moment, dans ce moment si particulier qu'on est en train de traverser, est-ce qu'il n'y a pas, comme peut-être de tout temps, hein, cela dit, une course à la définition de la honte pour prendre une sorte de pouvoir et pour définir les frontières, en fait, les nouvelles frontières au-delà desquelles on ne doit pas passer. Et donc, est-ce que finalement la honte, c'est pas un outil de soft power extrêmement puissant, comme on a pu le constater dans des années pas très lointaines Power, hein. C'est du très très hard power et une des manifestations de ça, les plus crues, qui s'est arrêtée que dans les années 70, c'était les exécutions publiques. Non, pardon, c'est dans les années 30 en France qu'on a arrêté d'exécuter en public et dans les années 70 qu'il n'y en avait plus du tout. Mais l'exécution publique, c'est l'héritier du pilori et de ce genre de pratique, hein. On va créer du coup un étalon de la honte collective. Ce qui est intéressant, c'est que c'est assez rarement appelé, nommé comme tel. C'est-à-dire, c'est vachement utilisé. Il y a toute une production de normes autour de ça, qui sont d'ailleurs, c'est difficile de dire que c'est vraiment conscientisé et délibéré. Je pense que ça l'est parfois, mais pas toujours, par les structures gouvernantes. Il y a une anecdote marrante, c'est aux États-Unis, il y a un certain nombre d'États où les juges, pour éviter de remplir les prisons et puis parce que ça coûte cher, ils condamnent les personnes qui vont commettre une infraction routière, qui vont voler une bière, défoncer une voiture parce qu'ils ont trop bu ou un truc comme ça, bah, à aller à l'endroit de leur forfait avec un panneau qui décrit l'infraction qu'ils ont commise et donc ils se soumettent à la honte publique, comme on faisait au pilori. Et donc les gens s'arrêtent au feu rouge, leur disent c'était vraiment un con, voilà, se moquent d'eux, rigolent, klaxonnent et ils doivent donc voilà, bah, le subir. système des écrans aussi, les personnes qui traversent en dehors des clous avec leur tête qui s'affiche sur les écrans. Enfin, bon, de toute Exactement, façon, on est très créatif lorsqu'il s'agit de foutre la honte à quelqu'un, j'ai l'impression. complètement. Et on le voit aussi à des phénomènes plus larges avec bah, les mouvements de name and shame, hein, qui peuvent être très puissants et certainement utiles. Malheureusement, il y a un phénomène d'habituation à la honte. Et force est de constater que ce qui marche à un moment donné, c'est-à-dire la mise en lumière d'une honte, assez vite, une fois qu'elle est mise en lumière, ça commence à plus marcher. On le voit par exemple sur bah, comment est considérée la pensée d'extrême droite et les pensées haineuses et excluantes qui, il y a encore 20-25 ans, il y a tout un tas de propos qui sont tenus quotidiennement aujourd'hui dans les médias de grande écoute qui étaient interdits, qui auraient fait l'objet d'une interdiction de diffusion de la chaîne. Je pense à CNews par exemple, où il y a des propos qui relèvent de poursuites judiciaires régulièrement. Et aujourd'hui, en fait, le CSA est tellement débordé, il y a une telle habituation au sujet honteux qu'ils savent plus où donner de la tête. Ils n'arrivent plus à maintenir la norme honteuse qui était celle bah, du moment où on a édicté les règles. Autre exemple dans notre genre, c'est Cyril Hanouna. Et les émissions comme Touche pas à mon poste, c'est assez fascinant, hein, à regarder parce qu'il y a vraiment tout un système. Alors c'est pas tous les jours, mais quand même beaucoup de mise en scène du sujet de la honte. C'est-à-dire, c'est jamais dit comme ça, hein, mais on va mettre dans la honte certains chroniqueurs dont on va trouver l'opinion pas assez mainstream ou pas assez cool. On va noter avec des petits panneaux comme à l'école des fans ce que disent les gens. On va aller parler, mettre sur la place publique essentiellement des sujets de l'ordre du pourrissement, c'est-à-dire des sujets où en fait il n'y a pas vraiment d'issue possible. Par exemple, le burkini, enfin tout ce genre de débat que je dirais le dépotoir du débat public entre guillemets, hein, où en fait on agite le marigot, mais à des endroits où il n'y a pas de solution, il n'y a pas de élévation de la pensée qui va sortir. Et en fait, on regarde ça,
Quand je dis on, c'est bah, le public, parce que cette émission-là, c'est une des émissions qui rassemble le plus grand nombre de gens, et ils viennent, pour moi, hein, inconsciemment, se confronter à des situations honteuses, des sujets honteux, pour se paramétrer, comment je fais pour être normal et accepté dans ma société, à quel endroit je dois pas aller pour ne pas être exclu, pour ne pas me faire pointer du doigt, ne pas être victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, blablabla, quoi. Et donc on regarde cette espèce de cérémoniel bizarre de paramétrage de ce qui est honteux et de ce qui ne l'est pas. Avec un personnage en plus à la tête du sujet qui est lui-même une figure du bouffon, au sens du bouffon médiéval, hein. C'est-à-dire celui qui n'a aucune honte au point de pouvoir dire d'ailleurs, disait la légende, au roi ses 4 vérités une fois par an. Et donc lui, il fait des trucs honteux tout le temps. Et c'est drôle, enfin c'est drôle entre guillemets. Les gens apprécient ça parce que bah, ils constatent que bah, lui il meurt pas en faisant toutes ces choses que nous on s'interdit de faire. Par exemple, bah, tous les épisodes de violence homophobe à l'égard de Mathieu Delormeau qui ont eu lieu à l'antenne parfois, ou enfin des choses qui pouvaient aller assez loin. Et c'est marrant de voir d'ailleurs que Cyril Hanouna, dans ses jeunes années, il était un peu comme Michael Young, il faisait ce genre de truc. Je sais pas si vous vous souvenez le Morning Live où on faisait des conneries d'adolescents à la télévision avec un maximum de moyens et d'intensité, et du coup on faisait des trucs un peu honteux. C'est aussi bête que ça, ou en tout cas quand on le regarde on fait oh, voilà, et c'est ça l'effet recherché, quoi. Et Bah je te coupe parce que j'avais une question que j'ai pas dit toutes mes questions. Il y en a que j'ai passées parce que ça aurait été malvenu de les poser au moment où elles étaient prévues. Mais j'avais une question sur l'adolescence parce que c'est vrai que en fait finalement on pourrait faire. Alors je sais pas si c'est un peu. Euh, bon, c'est de la spontanéité, on va dire. Faire le parallèle entre le développement sociétal et le développement d'un humain à travers ces différentes phases et l'endroit où on trouve le plus de peur de la honte. Alors que justement, on voit bien que quand on a peur de quelque chose, c'est là où on l'incarne le plus, puisque finalement, un adolescent, des fois, ça peut être drôle, même si c'est pas que ça. Mais la peur de la honte fait partie de la vie adolescente. C'est presque un des ingrédients principaux de ce moment de la vie. complètement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe alors, mon analyse, hein, parce qu'encore une fois, je suis pas thérapeute ni universitaire, mais de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, ce qui se passe au moment de l'adolescence, c'est que on prend conscience qu'on a hérité de tout un tas de hontes qui nous appartiennent pas vraiment, qui sont celles de nos parents, il y a celles de la société, il y a celles qu'on a rencontrées à l'école, blablabla, mais qui sont, on va dire, une liste de paramètres qui nous ont permis de survivre dans l'état de vulnérabilité intense qu'est la petite enfance jusqu'à ce qu'on devienne ado. Et quand on devient ado, qu'est-ce qui se passe? On commence à prendre conscience d'une certaine manière des limites de ces paramétrages qu'on nous a donnés. Donc on remarque que certains sont bien, certains sont moins bien, certains nous correspondent, d'autres pas du tout. Certains sont même complètement à côté de la plaque et vont dans le sens contraire de ce qu'ils prétendent faire. Et du coup, petit à petit, on se reparamètre. Et donc il y a toute une phase assez particulière de recherche individuelle, d'aller toucher les hontes qui comptent vraiment pour nous, de mettre à l'écart certaines hontes dont on veut pas parce qu'elles nous appartiennent pas, elles nous font rien parfois, et au contraire d'aller expérimenter, éprouver avec des intensités énormes et parfois paralysantes des hontes à d'autres endroits. Et c'est parce qu'on est en train de se modeler dans son individualité. On sort de la fusion éducative du noyau familial, et on se prépare avec ces nouveaux paramétrages de survie. Et l'adolescent qui se lance dans le monde, en fait, qui devient un jeune adulte, il part avec ce qu'on appelle dans certaines pratiques thérapeutiques un contrat de survie. Donc, il va être cette énergie héritée pour partie de ses parents et construite en contre, qui va l'amener à faire ses preuves, à se dépasser, à se donner à 300%, à essayer de tordre la réalité pour donner
une concrétisation à certaines histoires qu'on peut se raconter aussi. Enfin, tous ces moments finalement presque de surhomme qu'on peut avoir dans un parcours de vie, on va dire entre 15 et 40 ans ou 50 ans, ça dépend des gens, quoi. Et voilà, et donc effectivement il y a ce sujet qui est hyper important de l'adolescence où on va nourrir toute cette machinerie là qui va nous permettre de nous propulser dans la jungle entre guillemets de la société et de la réalité. Et c'est d'ailleurs terrible, quelques rares parcours ça existe de gens qui n'ont pas du tout de crise d'ado, qui n'ont pas eu du tout cette capacité de paramétrage là, et du coup ça donne des personnes qui peuvent être extrêmement souffrantes à l'âge adulte et avec des difficultés sociales et voilà de pouvoir se lancer, d'embrasser le jeu de la vie et de se déployer de manière épanouie, de manière voilà très importante, quoi. Ben merci pour ces infos. Et puis je trouve que là, le sujet, je m'apprête à te poser les dernières questions sur ce sujet-là, mais je peux dire pour résumer qu'on a parlé beaucoup de mise au jour de la honte et de mise à jour de la honte. Et là, l'adolescence fait partie de la mise à jour de la honte individuelle finalement, d'une certaine Tout à façon. fait. Tout à Ouais. fait. Et c'est là où Du aussi coup, on je te va... propose presque un titre de bouquin. Tout à fait. Je me le note, j'y réfléchis. Bon, tu verras. Euh, En tout cas, effectivement, on voit que ça retouche un peu à ce qu'on disait. C'est là aussi où on va construire ses valeurs. C'est là où on va construire ses positionnements, ses indignations, ses intensités d'existence, là, les trucs dont on se fout et les trucs dont on se fout pas. Mm, mm, tout à fait. Du coup, pour conclure ce sujet, je vais te poser une question qui me semble un peu taquine, mais ça va bien se passer. Est-ce que vouloir changer le monde, c'est avoir honte de l'humanité? Eh bien oui, évidemment. Et c'est très clairement ce qui est l'énergie motrice de notre personnage, Lexa, dans Et tout le monde s'en fout. C'est un personnage un peu curieux, parce qu'il nous parle pas bien. On l'aime bien, il est attachant, mais il nous parle avec voilà, un ton condescendant. Il a l'air toujours exaspéré, au bout du rouleau, déprimé, parce qu'il a honte un petit peu, effectivement, de là où on est. Et il aimerait bien qu'on arrive à verbaliser ce sujet. C'est pour ça qu'il met le doigt dans la plaie à chaque épisode et qu'il vient voilà, nous titiller, nous chercher là-dedans. Et donc oui, évidemment, c'est un moteur parce que c'est aussi, comme on a dit juste avant, un paramétrage de nos valeurs, de mes valeurs en tout cas. Et moi, je sais que par exemple, il y a une partie de mon énergie d'engagement en tant qu'allié du féminisme, c'est mu aussi par ma honte d'être un homme dans ce monde-là. Et c'est pas une honte absolue, je suis aussi heureux d'être un homme, mais il y a une part de moi, je vais pas mentir, bien sûr, qui a honte de ce que sont les hommes dans notre société française, occidentale, patriarcale, blabla. Pas tous, pas tout le temps, mais à certains endroits, oui. Merci justement de partager ça. C'est de la vulnérabilité aussi. C'est important la vulnérabilité pour avoir vu le spectacle que tu as coécrit. Voilà, c'est un des points principaux aussi de ce spectacle-là. Et je vais reformuler ma question d'une autre façon. Peut-être que c'est la même réponse qui va venir pour toi, mais je suis pas sûr. C'est est-ce que vouloir changer le monde, ce n'est pas avant tout avoir du mal à l'aimer tel qu'il est? Oui, je pense que ça parle de ça. Et très souvent, si je dois faire un raccourci en psychologie de comptoir, vouloir changer le monde, ça parle souvent de soi, d'un besoin de se changer soi et d'une difficulté à s'aimer comme on est. D'ailleurs, autant il y a quelques années, quand on a commencé le projet Tout le monde s'en fout, on revendiquait assez ouvertement notre ambition, notre volonté de changer le monde. Moi, à titre personnel, en tout cas, j'en suis revenu. Et je me suis mis en paix avec aussi je me suis aligné, je pense, avec mes valeurs, parce que fondamentalement, je crois qu'il faut surtout que ce soit pas un homme blanc de 40 ans, blond, aux yeux bleus, blabla, bien mis et privilégié qui change le monde. Il faut que ce soit tout un tas d'autres profils, d'autres personnalités, d'autres humanités, mais les gens comme moi, ils ont suffisamment changé le monde, et c'est peut-être en partie à cause de ces changements d'ailleurs que le monde ne va pas très bien.
Donc en fait, moi perso, je trouve un endroit de cohérence, de congruence même, d'alignement, dans l'idée de justement arrêter de vouloir le changer, mais par contre de mettre mon savoir, mes privilèges, tout ce que j'ai de bien à apporter aussi au service de ceux qui peuvent le faire de manière, je pense, plus saine pour la collectivité. Alors ça veut pas dire ne rien faire, hein. Ça veut bien sûr pas dire ne rien faire, mais c'est une autre perspective. C'est que je suis pas moi le tenant et les aboutissants du changement que je veux voir advenir. Par contre, j'espère vraiment l'accompagner, l'encourager, le soutenir de toute ma personne. C'est très clair. Je te remercie pour ça.